Gigi les grandes gueules sur RMC, RMC Story, la radio et la télé pour les grandes gueules qui accueille le philosophe Frédéric Lenoir pour ce film réalisé par Cécile Dangean, parce que c'est vous qu'elle a suivi avec les enfants. Le film s'appelle Le Cerf des petits philosophes. Il sort en salle mercredi 17 avril. Avant de te donner la parole, Jacques, juste un petit extrait où on entend justement ces enfants parler des règles et de l'argent. Tout le monde ne respecte pas les règles. Les règles, c'est quelque chose que t'as le droit de faire et que t'as pas le droit de faire. Moi, mon rêve, ce serait que mes parents n'aient plus de dettes ou qu'ils aient de l'argent, qu'ils soient riches. Voilà. Moi, je voudrais qu'il n'y ait plus d'argent dans ce monde. Tout sera gratuit. Parce que tout est payant dans le monde. Sauf la livraison chez Amazon Premium. Parce que là, l'argent, après, c'est une sorte de chantage. Parce que c'est comme de l'esclavage, en fait. On dit faire quelque chose pour gagner de l'argent. Alors que le président, lui, il fait que de dire des règles pour gagner 8 000 € par mois. C'est beaucoup quand même. Jacques. Oui, ce que je voulais savoir, vous avez un agrément de Blanquer, donc est-ce que ça va se généraliser à partir de la rentrée? Est-ce qu'il va y avoir des cercles des petits philosophes, pas uniquement à Belleville et à Pantin? Ou est-ce que dans le cadre de votre association Sèvres, j'ai vu vous viser de toucher 1 million de personnes? En 5 ans, 1 million d'élèves, oui. C'est-à-dire qu'en fait, l'agrément, en fait, c'est simplement la permission. On est reconnu comme association complémentaire d'éducation nationale, la permission de travailler dans les écoles publiques. C'est-à-dire de former des enseignants qui le souhaitent, ou des personnes extérieures qui peuvent être invitées dans les écoles à animer des ateliers philo. On a formé, on existe depuis 2016, 3 ans, on a formé 3000 personnes. Donc si on continue à ces rythmes-là, vous voyez, ça se décuple. Parce que chaque personne, ça touche beaucoup d'enfants. Donc effectivement, il y a beaucoup de demandes. Il y a beaucoup d'enseignants qui ont envie de s'apprendre cette méthode. Vous dites, si tous les enfants participaient à des ateliers de philo, le monde changerait en une génération. Vous êtes sûr de ça ? Je n'en suis pas sûr, mais je crois que c'est possible. Pourquoi ? Parce que j'ai vu des écoles, par exemple en Suisse ou à Baltimore, aux États-Unis, il y a plusieurs écoles connues qui font depuis 15-20 ans des ateliers de philo dans toutes les classes. Et en fait, ça a complètement changé le lycée, l'ambiance, les relations entre les élèves. Il y a beaucoup plus de maturité, il y a beaucoup plus d'écoute, il y a plus de tolérance. Et je me dis, si c'était appliqué dans toutes les écoles du monde, oui, ça aurait un impact très fort. Regardez le monde aujourd'hui. Là, ce soir, on attend l'intervention du président de la République après une crise sociale, les gilets jaunes. Il y a beaucoup de tensions. On a l'impression que les gens n'arrivent plus à se parler, n'arrivent plus à s'écouter. Chacun vient avec ses opinions et pense que son opinion est forcément meilleure que celle du voisin. Comment on fait alors les ateliers philo pour tous les Français plutôt qu'un grand débat? On commence par les prendre quand ils ont 6-7 ans et puis on leur apprend à s'écouter. Et c'est vraiment ça qui me frappe le plus. D'ailleurs, il y a une mesure scientifique d'impact qui a été faite à l'école internationale de Genève qui fait depuis 20 ans des ateliers philo. Ils ont étudié pendant 3 ans des classes qui font des ateliers philo toutes les semaines et d'autres qui n'en font pas. Et au bout de l'étude a montré que ce qui change le plus, c'est les élèves qui font atelier philo, c'est la qualité d'écoute. C'est ça qui change le plus par rapport aux autres. Ils apprennent à s'écouter. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de la perdre, cette qualité d'écoute, notamment sur les réseaux sociaux, puisqu'aujourd'hui les réseaux sociaux avec les algorithmes sont faits pour être en contact uniquement avec des gens qui pensent comme soi. Donc on se retrouve dans des réseaux finalement où il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de débat, il n'y a pas de... Exactement, je pense que c'est notre principal problème, c'est que chacun a ses opinions et puis c'est des confrontations d'opinions. Et ce que vous dites sur les réseaux sociaux, on le voit aussi dans des débats même d'intellectuels. On voit des philosophes qui, au lieu d'argumenter, de chercher à être vraiment dans un débat rationnel, on est plus dans les émotions. On est beaucoup plus dans chacun veut prouver qu'il a raison, chacun est enfermé dans ses certitudes, et on ne peut pas vivre en démocratie s'il n'y a pas un débat contradictoire dans lequel on estime que l'autre a peut-être raison. C'est-à-dire qu'il faut être capable de se remettre en question. Et ce qui m'a beaucoup frappé dans ce documentaire, quand on a fait le travail avec les enfants, c'est qu'à la fin, plusieurs ont dit, d'ailleurs je crois qu'ils le disent dans le film, en fait, on comprend que les autres pensent pas comme nous et puis que ça peut nous enrichir. Et on s'aperçoit que on crée de l'intelligence collective. C'est-à-dire qu'ils découvrent que les autres, ils ont des idées qui sont pas les mêmes que nous au départ, mais ça nous enrichit. On progresse ensemble. Et ça changerait tout si chaque citoyen comprenait ça. Oui, on retrouve Montaigne qui dit quelque chose, je cite de mémoire, donc c'est peut-être pas... Lorsque tu me contredis, tu éveilles non pas ma colère, mais mon intérêt. Donc on reste dans l'esprit de Montaigne. Pour revenir sur la tête bien faite et bien pleine, pour moi c'est assez
Enfin, il y a quelque chose de très complémentaire pour les deux. Parce que, par exemple, pour vos interventions, j'ai le souvenir, et je vais illustrer un peu ce que je vous disais précédemment, souvenir d'un atelier d'écriture où un écrivain venait en classe chez une collègue, et cet écrivain qui voulait travailler sur l'imagination, laisser les enfants parler, a été stoppé, a été bloqué, parce que les enfants ne savaient pas n'avaient pas suffisamment de vocabulaire pour exprimer ce qu'ils ressentaient. C'est pour ça que moi, ça me chagrine toujours quand on oppose la tête bien faite à la tête bien pleine, mais parce qu'on a besoin de ce savoir-là. Il ne faut pas les opposer. Voilà. Il faut les deux. Voilà. Ouais. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Il n'y a pas d'opposition. C'est deux choses complémentaires. C'est-à-dire qu'il faut une tête bien pleine au sens où il faut que les enfants apprennent à lire, à écrire, à compter. Tout ça, c'est nécessaire. Pouvoir faire leur impro. Exactement. Et ça leur donne les gammes. C'est les gammes qui leur permettent aussi de développer effectivement leur pensée, leur créativité. Donc les deux sont complémentaires. Il n'y a pas à les opposer. Vous avez tout à fait raison. Parce que là, on avait des enfants qui s'exprimaient plutôt bien, enfin assez différents, avec des images. Ils sont dans des milieux plutôt défavorisés quand même, ces enfants. Justement. Il y avait une mixité quand même. Il y a une mixité, mais dans la mixité, je dirais que les milieux plutôt privilégiés, c'est 20%. 80%, c'est des milieux qui sont plutôt populaires. Justement, au niveau de ces enfants, parce qu'on a régulièrement ces jours-ci parlé des lacunes de ces enfants de cette tranche d'âge, au niveau du calcul mental, au niveau du vocabulaire, vous l'avez senti, vous, ou pas? Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, on voit, au niveau du vocabulaire, ils cherchent leurs mots tout le temps. Ah oui. Et donc, souvent, je les aide. Je leur dis ce que tu veux dire, c'est ça. Ils me disent oui, ils sont très heureux d'apprendre le mot, parce qu'ils savent que c'est le mot qu'ils cherchent. Donc, évidemment que le vocabulaire, c'est important, que les fondamentaux sont essentiels. Et là-dessus, je ne nie pas ça du tout. Et comment l'expliquer, alors, justement, cette carence, cette lacune? Puisque vous dites, ils sont heureux, en plus de découvrir les mots et d'apprendre les mots, alors. Alors là, je pense qu'il faudrait mieux poser la question à l'enseignant qui est à ma gauche. Non, mais les échanges, est-ce qu'ils lisent? Non, justement, ils lisent pas. Voilà. Alors c'est peut-être une des clés, effectivement. C'est vrai qu'ils lisent pas du tout. Ils sont entièrement sur le visuel, ils font que regarder des trucs vidéo, etc. Donc la plupart, j'aurais posé la question, est-ce que vous lisez? Il y en a peut-être 2 par classe qui lisent. Ouais. C'est amusant le gamin qu'on entendait parler des règles et d'Amazon Premium. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'exemple pour lui, c'est de la gratuité, c'est la livraison gratuite d'un énorme groupe commercial. Oui, c'est ça. Alors qu'il dit qu'il faudrait supprimer l'argent, quoi. Ouais. Au-delà de votre film, vous rencontrez un grand succès avec vos livres, avec vos arguments, la façon dont la bienveillance pour vous doit être au cœur, notamment l'éducation. Cette bienveillance semble effectivement parler, puisque les gens vous suivent, et en même temps, je trouve qu'on est dans une société très agressive, très individualiste, très du chacun pour soi, pour reprendre ce qu'on disait tout à l'heure. Donc comment l'expliquer? C'est-à-dire qu'on cherche à être bienveillant, mais tout nous conduit autour de nous à ne pas l'être. C'est vrai que je crois que les aspirations des individus recherche la bienveillance. On a tous besoin, pour le dire, c'est une évidence, on a tous besoin d'être aimés, on a tous besoin d'être respectés, et on a besoin d'un climat social apaisant. Mais on n'y arrive pas. Et on n'y arrive pas parce qu'effectivement, je crois qu'on est plutôt dans le soupçon, on pense que l'autre va nous agresser, on est dans la peur en fait. En fait, je crois qu'on est dans des affects négatifs. Et surtout en France, on est plutôt dans la tristesse et dans la peur, alors que on pourrait très facilement basculer vers autre chose. C'est Sylvain Tesson, et j'aime beaucoup cette phrase-là, où il dit la France est un paradis peuplé de gens qui pensent vivre en enfer. Et c'est un peu vrai, parce que moi je voyageais, je passe 4 mois par an à l'étranger, je vais dans des pays où on dit c'est des paradis comme Bali, etc. Mais vous voyez là-bas, la vie est très dure. Et si vous avez un accident à Bali, la première chose que vous allez à l'hôpital, on vous demande votre carte bleue. On ne vous soigne pas si vous n'avez pas d'argent. On est quand même dans un pays où la sécurité sociale, elle est là pour tous. Il y a des soutiens qui existent à tous les niveaux, le chômage, les indemnités de chômage. Il y a plein de pays où ça n'existe pas. Enfin, en fait, on est un peuple un peu malheureux collectivement. Les gens sont plutôt globalement heureux individuellement, à 80%, et ils se disent presque pareil, à 82%, malheureux collectivement. Je pense que c'est lié à un certain nombre de choses. C'est notre esprit critique. Les Français ont un esprit critique particulièrement développé. Ça, c'est le cartésianisme, c'est-à-dire qu'on voit toujours ce qui ne va pas. C'est le côté de Voltaire aussi. On a un double héritage. Descartes, l'esprit critique. Voltaire, c'est faut se méfier du bonheur. C'est-à-dire faut mieux regarder le tragique. Et donc, on veut pas avoir l'air naïf, et du coup, on insiste toujours sur les choses négatives. Vous allez aux États-Unis, ils ne voient que les choses positives. C'est un peu fatigant. Vous arrivez là-bas, great, amazing, tout va super bien. Alors vous voyez que la plupart des gens ne vont pas très bien. Puis vous arrivez en France, tout va mal. Et on voit qu'en fait, non, tout ne va pas mal. Donc je pense que ça fait partie de notre inconscient collectif. On a cette espèce de négativisme. On souligne toujours le négatif, parce que si on dit que tout va bien, on passe pour un imbécile. C'est un peu ça. Didier Giraud.
Du coup, moi, je me posais un peu en avocat du diable. J'aurais voulu savoir, dans la systématisation de vos ateliers, qu'est-ce qu'on enlève à l'école, quoi. Parce que, enfin, moi, ça fait 10 ans que je fais cette émission. J'ai vu s'empiler sur l'école, d'autant plus à cet âge-là, une somme de choses que les gamins doivent faire et ils en apprennent à oublier, à compter, à lire. Enfin, quand ils auront passé le permis de conduire, le brevet de secourisme, la lutte contre le racisme. Alors, on n'enlève rien parce qu'il y a un espace qui existe pour ça. Apprendre à nager. Non, mais il y a à l'école 1 heure par semaine un espace pour ça s'appelle les cours d'éducation morale et civique. Et donc, dans cet espace... C'est donc dans ce cadre-là. Dans ce cadre-là. Et du coup, on donne simplement aux enseignants une méthodologie, celle de l'atelier philo, qui leur permet d'organiser un débat citoyen. Et donc, c'est simplement l'espace, il existe. Simplement, c'est la méthode qui manque parfois pour certains enseignants. Mais du coup, là, j'ai complètement approprié parce que on voit bien les enfants dans votre reportage, entre autres autour de la mort, l'angoisse que ça peut créer en eux. Ça fera certainement des adolescents et des adultes différents en ayant vécu ça à 7 ou 8 ans. Surtout adolescents. Mais du coup, je me pose la question différemment. Maintenant que vous avez expliqué qu'on était un peuple différent, et qu'est-ce qui va nous faire converger avec les Américains qui sont plutôt dans la culture du bonheur, si on a le même parcours initial, quoi. Enfin, pourquoi cette conscience collective elle est si prégnante malgré notre cursus scolaire et d'adulte, quoi. Ah mais ça, vous savez, l'histoire des peuples, c'est long. Hein. C'est-à-dire qu'on hérite, c'est l'inconscient collectif. C'est-à-dire qu'on hérite de quelque chose qui est porté depuis des siècles. On est un peuple à la fois heureux et malheureux. Encore une fois, plutôt heureux individuellement, malheureux collectivement. Ça date de plusieurs siècles. Et ça, je crois que ça peut changer. Ça peut changer parce que peut-être les enfants vont avoir notamment une culture des émotions différentes. Et il y a quelque chose dont on n'a pas du tout parlé, c'est que moi je fais précéder les ateliers philo d'un petit temps de relaxation. Alors, justement, c'était ma question. Pour que les enfants gèrent leurs émotions. Parce qu'ils sont pris dans des émotions, voilà, ils sont perturbés, ils ont, comme tout le monde, des colères, des peurs, des tristesses, ils savent pas les gérer. Et je dirais peut-être que les Français, globalement, ont du mal avec leurs émotions. Et donc, les enfants, on leur apprend à gérer leurs émotions, un minimum. On leur dit, bah voilà, si tu as une colère, prends un temps de respiration, essaye d'être plutôt dans ton corps, présente ta respiration, et ça les aide à gérer leurs émotions. Il paraît que ce soir, Macron, il va commencer par ça, une grande séance de relaxation à 20h. Donc, les Français seront dans leur télé, et le président va vous inviter à réfléchir, à nous... Peut-être que c'est ça la solution. Mais justement sur la relaxation, parce que là, dans votre film, il s'agit de petits. Vous êtes dans une école primaire. Comment dire, on peut aussi avoir ce type d'atelier au collège. Vous allez le faire à Montreuil, si je ne me trompe pas. Moi, justement, sur la partie relaxation, c'est quelque chose que j'ai testé. Franchement, toute seule, tranquillement, au moment où je m'en sentais le plus capable. Et contrairement aux idées reçues, ça peut très 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 bien marcher au collège aussi, effectivement, et sur des élèves difficiles, parce qu'on imagine les petits plus malléables qui testent tout assez facilement, mais sur des élèves difficiles aussi. Est-ce que vous avez la même expérience que moi finalement? Alors, avec les élèves difficiles, avec les ados, oui. Avec des ados. Alors oui, mais pas tout de suite. C'est-à-dire quand vous commencez à faire une petite pratique de l'attention, de relaxation à des ados, ils commencent par rigoler. Donc quand on leur dit fermez les yeux et tout, ils se regardent, ils rigolent, ils ricanent. Mais au bout de 2-3 séances, ça marche très bien. C'est-à-dire dès qu'ils ont pratiqué, ils s'aperçoivent que ça les détend, qu'ils se sentent mieux, qu'ils se sentent plus concentrés. Et du coup, après, ils vous disent mais maintenant on le fait à la maison et quand j'ai envie de frapper quelqu'un, je vais dans ma chambre, je me calme et après j'ai plus envie de le faire. On va faire ça dans les grandes gueules de temps en temps. Alors peut-être. Mais du coup, votre monde aseptisé, moi, me fait flipper. C'est pas aseptisé, ça. Mais moi, j'adore vivre avec mes. Mais moi, je suis heureux quand mes émotions s'expriment pleinement. Quand je suis en colère, je suis en colère. Quand je suis triste, je suis triste. Et quand je suis heureux, je suis heureux. Jusqu'à l'euphorie parfois. Je dis pas qu'il faut supprimer les émotions. Je dis ça, faut arriver à les gérer. C'est-à-dire vous accueillez l'émotion, puis si vous voyez que le fait d'exprimer dans ce contexte-là cette émotion, par exemple de colère, va créer que des problèmes, vaut mieux différer votre colère. Je vais vous donner un exemple. À ce moment-là, vous avez une pulsion, vous avez envie de taper le type d'à côté. Ça m'arrive. Voilà. Vous vous dites si je le fais, ça va créer un énorme problème. Donc je garde ma colère, mais je la retiens, je la gère. Puis après, vous rentrez chez vous, vous tapez sur votre oreiller et vous défoulez. Et puis voilà, vous avez différé votre colère, vous la gérez. Vous n'êtes pas esclave de votre pulsion. Ce qui marche bien avec les collégiens, parce que vous dites au bout de 3 séances, ce qui permet de le faire un peu plus rapidement, c'est de changer le nom. Parce que moi, j'ai jamais présenté ça comme de la relaxation. Si je dis on va faire de la relaxation, alors que quand on le vend avec le côté Dragon Ball Z
et puis on rassemble son énergie un peu, la puissance intérieure, tout de suite, c'est plus, ça les intéresse un petit peu. Alors, il y a plus. le mot qu'ils aiment bien, c'est le mot méditation. Oui, Je dis, parce que c'est un mot qui fait rêver. Il trouve que c'est super. Il pense à Kung Fu. Enfin, voilà, c'est magique. Non, mais vous voyez dans tous leurs jeux, il y a des gens qui méditent. Pour eux, c'est la sagesse. Donc, si on leur dit, on va faire une petite méditation, ils aiment. Le mot leur plaît. Après, c'est pas de la méditation approfondie. C'est simplement une petite pratique de respiration et de l'attention. Mais l'idéal, c'est quand c'est suivi aussi. Ben, on le fait à chaque fois. Non, mais dans d'autres cours, quand c'est au collège, que ce soit vraiment. Il y a les profs qui devraient méditer aussi de temps en temps. Oui, mais on le fait avec eux quand on se relaxe au début du cours, ça prend quelques minutes. Hein. Moi, il y a plusieurs enseignants qui m'ont dit, on a continué de le pratiquer tous les jours. Sympa. Et les enfants, quand ils sont énervés, disent, Madame, est-ce qu'on pourrait méditer? C'est vrai ça. Parce que du coup, ça devient une autodiscipline. Oui, ils gèrent eux-mêmes comme ça leurs émotions. Ils sont énervés, ils sont excités. Et ben, ils font 2 minutes comme ça d'attention et après, ça va beaucoup mieux. C'est un film qu'on vous conseille d'aller voir après-demain, mercredi. En plus, c'est la période des vacances. Vous pouvez y aller en famille avec les enfants. Ça s'appelle Le Cercle des Petits Philosophes. C'est signé Cécile Dangean. Et vous suivez Frédéric Lenoir à travers ses classes de la région parisienne. Merci Frédéric, merci d'être passé par le grand oral des GG. On y va pour le GG, vous, s'il vous plaît. RMC, les grandes gueules, les GG et vous. On va reparler notamment en premier sujet de discussion des trottinettes, de la cohabitation piétons, vélos, trottinettes sur les trottoirs, dans la rue notamment. On va aller du côté de Montpellier avec Alexandre et il veut en reparler avec Fatima. On réécoute Fatima d'abord. Tout le monde parle des trottinettes comme si c'était des trottinettes sauvages qui étaient seules. Vous savez, on a vu là les Il y a des gens dessus. Il y a des gens dessus. Ce n'est pas la trottinette qui est dangereuse, ce n'est pas la trottinette qui est incivile, c'est la personne qui est dessus. L'incivilité, elle est au moment où on roule et là ça devient dangereux, mais elle est aussi à l'arrêt, puisque ce qu'on trouve aussi dans les villes, aux merveilles, ce sont ces trottinettes partagées, posées au milieu du trottoir. Mais moi, quand je vois un monsieur qui est projeté à 3 mètres, qui est pronostic vital engagé, c'est un sujet super sérieux. Donc, c'est avec Alexandre que tu devais en reparler, mais... Il est parti. C'est parti, il arrive, il revient. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Il est d'accord avec moi. On va pouvoir redonner la parole à Alexandre du côté de Montpellier. Bonjour Alexandre. Oui, bonjour à tous, désolé, ça a coupé. Je vous en prie, allez-y, Alexandre. Fatima vous écoute. Oui, bonjour Fatima. Écoute, moi je vous appelle parce que du coup, moi je suis commercial, je fais 300 bornes par jour à peu près. Donc je travaille sur Toulouse et Montpellier, donc autant vous dire, les trottinettes j'en bois. Et en fait, moi je pense que le vrai souci en fait, il vient réellement, je vais vous le dire, des conducteurs dont moi-même parfois, parce que je pense qu'on n'est pas habitué, c'est des nouveaux moyens de locomotion. Et pour tout vous dire, je pense que ceux en trottinette qui prennent des sens interdits, qui entre guillemets foutent le bordel, je pense que c'est une minorité et que le souci vient des automobilistes. Parce que moi, je vous dis, j'en vois beaucoup qui regardent pas dans le rétro, qui ratent pas l'angle mort, qui quand ils tournent à gauche, ils ratent pas l'angle mort, donc la trottinette qui la voit pas venir, qui sont des bourrins, qui se croient un peu tout permis. Et moi, je pense qu'il y a une grosse remise en question des automobilistes, une formation à faire auprès d'eux. Oui, avant de vouloir faire quelque chose avec les personnes qui sont en trottinette, parce que ces personnes-là, voilà, moi je trouve ça top de trouver de nouveaux moyens de locomotion, surtout quand on travaille dans la ville, qu'on peut utiliser autre chose que la voiture. Donc c'est plutôt les automobilistes qu'il faut viser, quoi. Oui, bon, on tombe. Enfin, comment dire? À chaque fois, on se rejette la responsabilité. C'est-à-dire, quand on parle ceux qui sont dans leur voiture disent c'est à cause des cyclistes qui roulent n'importe comment. Les cyclistes vont dire c'est à cause de ceux qui sont dans leur voiture. Et puis même les piétons, c'est n'importe quoi. Et les piétons vont dire c'est les voitures et les scooters. Oui, tout le monde met la faute. Voilà. C'est jamais la faute de personne. Non, mais voilà, c'est ça. L'humain, il fait tout le temps. Donc, pour moi, il faut prendre le sujet effectivement dans sa globalité. Mais là, quand on est sur l'angle trottinette, ils ont leur responsabilité aussi. Lorsqu'il y a une trottinette en libre service qui traîne sur le trottoir comme ça, qui est posée, je suis désolée, le seul responsable, c'est lui, c'est Monsieur Trottinette. C'est pas du tout le conducteur. Et en plus, après, là où je suis d'accord avec vous, enfin. Sur le fait, vous dites oui, c'est top pour se déplacer. Là où je suis d'accord, c'est qu'on ne va pas y échapper. Le marché là de la micro-mobilité, c'est le sujet d'avenir. Parce qu'effectivement, on va avoir Uber est dessus, tout le monde va être dessus, il y a énormément d'argent à se faire. Et donc, effectivement, il y aura... Excusez-moi juste, mais en attendant en fait qu'il y ait des règles, des lois sur ce nouveau moyen de mobilité, parce qu'il faut qu'il y en ait,
Moi, je pense que du coup, personnellement, je pense que c'est à moi de m'adapter, c'est au véhicule de s'adapter, parce que on est entre guillemets le plus fort sur la route, on est plus dangereux qu'eux. Eux sont sans casse, sans armature, on va dire, de la voiture. C'est les plus fragiles. Pour moi, c'est à moi de m'adapter. Oui, mais c'est à eux aussi je à suis faire d'accord avec attention, vous, quand même. mais c'est aussi à lui de faire attention aux piétons. Bien sûr. Parce que le monsieur âgé, lui aussi, il était plus fragile, vous voyez. Oui, mais donc, ce que dit, il le dit intelligemment, c'est-à-dire qu'au lieu d'opposer les uns avec les autres, maintenant il faut cohabiter. Ah bah oui, c'est un espace commun. Si tu veux, on peut pas dans nos villes privilégier justement ces mobilités douces, pour prendre une expression hidalguesque, une mobilité douce, c'est-à-dire le vélo, la trottinette électrique. C'est sûr que ça pollue moins, mais dans ce cas-là, il faut aussi se donner les moyens de faire cohabiter tout le monde. Voiture, trottinette et vélo et piétons. Sauf que pour l'instant, on oppose les uns aux autres, donc on avance pas. Merci Alexandre, merci d'avoir été avec nous. Discussion sur la trottinette, suite du GG et vous dans un instant avec d'autres discussions, peut-être sur la chasse. RMC, 9h midi, les grandes gueules.